préparer nos ressources humaines, mais aussi techniques et nos moyens financiers pour accueillir des industriels, mais aussi travailler sur une politique volontariste avec le gouvernement pour déployer cette stratégie nationale au niveau régional. Ça, le premier point. Le deuxième point, il va falloir coordonner en climat national de l'environnement des affaires et aussi, je pense que la CGM avait appelé à la réactivité, à la réactivation des comités régionaux de l'environnement des affaires. Moi, je pense qu'il va falloir faire converger tous ces éléments-là. On a une charte d'investissement qui est très intéressante. La journée nationale de l'industrie. Et je souhaiterais, très franchement, parce que je vois toute l'assistance et je vois tous ceux qui sont en train de nous suivre, je voudrais qu'on pense à tous ces industriels, à tous ceux qui sont en train d'œuvrer, qui sont en train de travailler, et c'est pas facile de travailler dans l'industrie. Je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'est leur journée. Sa Majesté a demandé que ce soit une journée qui soit après toutes les années. Un grand applaudissement pour tous. Bien, alors vous m'avez dit le Made in Morocco, et à la limite, je vais essayer d'être très pratique et dire le Made de nos pères, c'est d'abord donner, de fabriquer et de vendre, et cela aussi bien dans un marché national qu'un marché international. Je mets les deux ensemble parce qu'en général, le marché national est nécessaire pour donner la force et pour donner la capacité d'amortir les investissements pour pouvoir aller vers l'extérieur. Si on n'a pas le marché national, si on ne s'impose pas sur le marché national, on ne peut pas aller vers l'extérieur. Et ça, effectivement, comme on l'a dit, c'est faire en sorte, à travers le Made in Morocco, pour qu'il y ait beaucoup plus pas de facilitation, mais en tout cas d'avoir un environnement qui soit plus propice. Et répondre un peu, c'est vrai, comme a dit Sichel, il ne faut pas s'arrêter juste aux entraves, mais qu'on puisse répondre à toutes ces entraves de manière pratique. Les normes et réglementations, des fois on se plaint qu'elles sont plus favorables à l'étranger qu'au Maroc. Des marchés publics qui ne prennent pas en considération l'offre disponible marocaine et qui, dans les appels d'offres, font appel à des produits forcément étrangers. C'est INEO. Mais j'aimerais bien voir si M. Belkhayed est dans la salle, s'il peut se lever. Je ne sais pas s'il est là. En tout cas, le message mais en tout cas, on doit féliciter des initiatives comme celle-là parce que INEO pourra être vendu dans n'importe quel pays au monde selon une décision marocaine. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose qu'on doit pouvoir encourager, aider et promouvoir. Et ce que je vous dis, je vais vous dire une chose. Je suis président de la Fédération de l'automobile. Vous êtes beaucoup d'entreprises. Si chaque entreprise pouvait acheter au moins une INEO, ça va l'aider. Il nous reste moins de 8 minutes, messieurs, pour clôturer ce panel. Je vais vous donner l'opportunité à chacun, en 1 ou 2 minutes, de passer votre deuxième message. Monsieur Bouhmadi, peut-être au sujet du décret sur la fixation à 150 000 identifiés et non déclarés. Que propose-t-on? Alors, un mot rapide, ça va être très compliqué, parce que je vous remercie pour la question. C'est effectivement un sujet très très important et d'actualité. Comme vous le savez, le secteur de textile réalise 64 milliards de dirhams de chiffre d'affaires avec 220 000 salariés déclarés. Vous l'avez bien dit, il y a à peu près 140 à 150 000 non déclarés. Alors imaginez le chiffre si on intègre ceux qui ne sont pas déclarés avec les déclarés. Ceci vous donne la dimension du secteur et l'importance du secteur. Par ailleurs, il est extrêmement important pour nous ici de différencier entre l'informel d'importation et l'informel de production. Parce que l'informel d'importation, c'est bien entendu la contrebande qu'il faut contrecarrer, qu'il faut multiplier les contrôles pour baisser son impact sur notre économie, parce que ça tue vraiment des chaînes de valeur et ça tue de l'emploi. Et sans nous oublier bien entendu qu'il faut réguler les flux d'importation et de distribution de la friperie, parce que c'est un gros problème pour nous, c'est une concurrence déloyale pour les gens qui travaillent dans la légalité. Et je passe, puisque le temps ne me le permet pas, sur l'informel de production. Et celui-là, c'est un cas très intéressant. Bien sûr, dans ce cas aussi, il y a deux cas. Il y a le cas de production, des gens qui travaillent dans la production, qui sont dans l'informel parce qu'ils n'ont pas les moyens pour
déclarer pour payer leurs charges sociales, fiscales et tout ça. Il faut les accompagner aussi bien sur des mesures incitatives que par la formation, mais il y a aussi le volet extrêmement important aussi qu'il faut multiplier les contrôles pour le combattre, c'est l'informel dans le formel. Absolument. Et ça, c'est très très grave pour nous, parce que ça aussi, c'est du chiffre qui n'est pas comptabilisé. Et imaginez que si on ramasse tout ça, on est bien plus que les 64 milliards de dirhams qu'on réalise avec plus de 40 milliards à l'export. Et les statistiques en seront améliorées très clairement. Monsieur Souedi, le mot de la fin il est pour vous. Parlons de la commande publique très rapidement. Que faire pour que la commande publique joue pleinement son rôle de catalyseur pour l'émergence d'entreprises marocaines performantes? Bon, tout d'abord, il faudrait signaler que la commande publique au Maroc est très importante. Et donc, le ratio d'investissement public des PIB est d'un peu plus élevé dans le monde. Ce qui nous a permis de réaliser de grandes choses. Dans les ports, les autoroutes, le ferroviaire, les énergies renouvelables. Et ça a permis à des industries de se développer. Malheureusement, nos entreprises n'ont pas bénéficié pleinement de ces opportunités. Et c'est dû à plusieurs causes. Le temps qui m'est imparti est très court. C'est un sujet qui est très vaste. Et ce que je peux dire, c'est que bon, il faut absolument, il y a des donneurs d'ordre qui ont un esprit collaboratif avec les entreprises marocaines et nationales. D'autres, malheureusement, préfèrent avoir affaire à des champions. Ils ont peut-être leur raison, mais ce qu'il y a, c'est que dans cette entreprise marocaine qui se bat tous les jours, il faut quand même nous donner sa part, surtout la petite entreprise et la moyenne entreprise. Nous avons quelques idées là-dessus. Ce qu'il y a d'abord, il faudrait revoir le cadre juridique. Il faut absolument que les marchés soient transparents. Ensuite, nous suggérons qu'une agence soit créée qui va veiller à ce que les marchés publics, les entreprises publiques donnent des parts de marché aux entreprises locales. Merci beaucoup, messieurs, et nous finissons le panel à la seconde près. Merci beaucoup. Je sais que le temps, presque, il me reste 15 secondes pour clôturer le panel. Je sais que le temps, il est très court, mais nous plantons les graines et la conversation ne fait que démarrer. Merci infiniment, messieurs, pour votre contribution aujourd'hui. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, remercions-les. Merci beaucoup. Pour la suite du panel, je passe le relais à Wadi Adada. À vous, cher. À mes côtés, Madame Loubna Trisha, directeur général de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Sur vos applaudissements, mesdames, messieurs. Monsieur Khalid Bedlou, directeur de cabinet en charge des affaires institutionnelles à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Monsieur Kerim Chir, président du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Et Monsieur Azdin Jetto, président de la Fédération des industries du cuir. Bienvenue, messieurs, madame. Installez-vous, je vous en prie. C'est cher, je ne sais pas s'il est là. Il est là, voilà, il nous rejoint pour l'aéronautique et le spatial. Alors, Trisha, ravi de vous retrouver pour ce panel. Toujours un plaisir de vous avoir dans une discussion et surtout de vous écouter. Vous avez été beaucoup cité tout à l'heure par des ministres sur tout le travail qui est fait au sein de l'OFPT. Est-ce que vous pourriez nous dire justement d'où vos nombreuses citations, quelle l'ampleur de la contribution de l'OFPT à la formation et aux compétences dans le secteur industriel? Je vais tout d'abord féliciter les organisateurs pour cette excellente initiative qui deviendra au fil des années une excellente tradition. Je ne peux cacher ma joie aujourd'hui d'avoir justement
entendu et surtout juste cette prise de conscience généralisée quant à l'importance du capital humain, de la compétence, dans les perspectives de notre développement industriel. Et à la tête de tout ça, bien entendu, une volonté royale, un message royal qui met le capital humain au cœur des perspectives de développement. Quant à notre contribution au développement de l'industrie marocaine, je dirais que l'OFPPT, de par sa position d'opérateur majeur de la formation, présent depuis près d'un cinquantenaire aujourd'hui, donc depuis 1974 plus exactement, a naturellement contribué à la politique industrielle marocaine et a été acteur de tous les programmes d'industrialisation de notre économie, de par la formation des opérateurs et des techniciens, qui représentent, comme vous le savez, la workforce majeure et le principal moteur. Dans notre secteur, il est entre 25 à 30%, dû au fait que la matière première en amont, elle est presque inexistante et de mauvaise qualité. Et grâce aux efforts qui ont été faits par le ministère du Commerce et de l'Industrie et la région de Fès, nous avons pu démarrer une zone industrielle de 50 hectares qui va être dédiée au secteur du cuir et qui va nous permettre de monter en gamme et d'avoir une industrie de haute technologie et qui va nous permettre d'alimenter le marché de la maroquinerie et de la confection de la chaussure qui représente à peu près 60%. Mais nous avons aussi l'idée de faire attirer un gros investisseur au Maroc dans l'industrie de l'automobile. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que l'automobile représente un développement énorme et que nous ne donnons aucune peau pour cette industrie. Notamment pour les sièges. Alors, vous me disiez donc une activité de haute technologie, beaucoup de valeur ajoutée, ça a été cité dans le message de Sa Majesté. En termes de compétences, il doit y avoir, et de besoins de compétences surtout, il doit y avoir un bouleversement considérable. Comment est-ce que vous le ressentez dans vos différentes filières? Jusqu'à maintenant, nous avons en collaboration avec Transformation Professionnelle la formation de jeunes. Mais on a un problème d'attractivité et les jeunes d'aujourd'hui sous-estiment notre secteur et pour eux, c'est un secteur qui ne paye pas, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Donc nous sommes en train de faire toute une campagne pour essayer de donner beaucoup disons, d'avenir et de leur montrer que nous pouvons payer des salaires qu'ils trouvent dans les banques, qu'ils trouvent dans les assurances. Nous payons des ingénieurs à des salaires de 15-20 000 jusqu'à 25 000 dirhams. Donc nous sommes un secteur qui nous ne devons pas être sous-estimés par la carrière. Nous pouvons donner des carrières et nous pouvons donner de l'optimisme pour le jeune. Loubna Trisha, je vous voyais réagir et ça m'amène cette question-là. Comment est-ce que dans vos cursus, vous parvenez à intégrer des filières de formation qui doivent justement s'adapter à des mutations d'emploi et à certaines innovations qui n'existaient pas, ne serait-ce que 2 ou 3 ans en arrière? Alors si je souris